Sahana vavatu Sahanao bhunaktu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Sans transition. L'alimentation selon le yoga, partie 1. Tous les grands textes de yoga parlent de l'alimentation, tant l'alimentation est cruciale. Et ici, je vais vous réciter un petit passage de la Bhagavad Gita qui en parle. Natyashnatastu yogosti nachaikantamashasnataha nachati swapnashilasya Jagrato naiva charjuna yuktahara viharasya yuktacheshtasya karmasu yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati dukkhaha. Et voici la traduction. Pas de yoga pour celui qui mange trop, pas de yoga pour celui qui ne mange pas, pas de yoga pour celui qui dort trop, pas de yoga pour celui qui ne dort pas, ô Arjuna. Arjuna, c'est la personne à qui il s'adresse. Et donc il continue. Est soulagé par le yoga celui qui mange et qui vit intelligemment, qui travaille sainement et qui dort bien. La difficulté en français, c'est de traduire le mot mange intelligemment. Le mot intelligemment est en fait une traduction du mot yukta qui vient de la même racine que le mot yoga. Il n'y a donc pas de yoga pour quelqu'un qui mange n'importe quoi, n'importe comment. Qu'est-ce que cela signifie ? Il faut savoir que la nourriture est un des domaines fondamentaux de la médecine indienne traditionnelle. Il existe une science de l'alimentation traditionnelle. Laissez-moi vous donner un exemple pour comprendre un peu ce que le mot intelligent signifie. Il est connu en Occident aussi que les maladies sont présentes au sein des familles et se transmettent de génération en génération. À cette problématique, la science traditionnelle indienne a une réponse. La nourriture, oui, la nourriture est un médicament en Inde. Chaque aliment influence les énergies constitutives du corps que l'on appelle les doshas. Chaque maladie est le fruit d'un déséquilibre de ces énergies. Et donc, les plats et les recettes traditionnelles se transmettent de génération en génération. Par exemple, des plats préparés avec le fruit du Moringa oleifera, qu'on appelle aussi drumstick en anglais, aident à prévenir le diabète, à prévenir le cancer, à diminuer l'inflammation. Les lentilles corail, par exemple, augmentent la constipation, mais constituent un bon remède à un excès de pitta. Le lait et le riz vont augmenter kapha et contenir pitta. Ce sont donc des aliments qui vont aider à diminuer des problèmes de colère, aider le corps dans des conditions liées à l'hyperacidité, à des ulcères, à des aphtes, etc. Vous voyez, les aliments sont des médicaments en Inde, et pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan holistique aussi. Ceci comprend certaines tendances qu'on peut avoir, comme par exemple la tendance à se mettre en colère. Ils sont transmis de génération en génération, et ces recettes sont d'autant plus précieuses que certains aliments, combinés ensemble, peuvent se révéler toxiques lorsqu'ils sont mangés par une personne fragile ou sensible à certaines maladies. Exactement comme certains médicaments séparés chez nous peuvent être bénéfiques, mais pris ensemble, ils peuvent créer des problèmes. Nous avons perdu cette science, ou plutôt nous ne l'avons jamais développée en Occident. C'est pour cela qu'il est nécessaire de développer une attention particulière aux aliments que nous ingérons. Une chose est sûre, la pratique quotidienne va nous aider à bien sentir et à observer les effets de l'alimentation sur nous. Mieux nous mangeons et mieux notre pratique sera efficace, comme nous l'a rappelé Krishna en début de podcast.
Et donc en attendant, voici quelques points d'attention pour avoir de meilleurs résultats dans notre pratique de yoga par rapport à notre alimentation pour nous qui vivons en Occident. Ne pas manger trop. Nous mangeons trop et trop souvent. Les personnes kapha doivent préférablement manger par exemple une grosse fois par jour car elles prennent beaucoup de temps pour digérer leur repas. Les personnes vata se sentiront mieux en mangeant plusieurs petites fois par jour à des intervalles fréquents. Mais d'une manière générale, nous mangeons trop. 3 gros repas par jour, dans tous les cas, c'est trop. Il est bon de remplacer un de ces repas par un ensemble peut-être de fruits, de lait, de noix, quelque chose de léger. Il est aussi important de ne pas manger dès que nous nous réveillons, le feu digestif n'étant pas suffisamment activé. Mieux vaut manger après la pratique ou attendre 10 ou 11 heures du matin pour avoir réellement faim. Deuxième petit conseil, ne pas manger de viande ou diminuer la viande pour ceux qui sont encore en chemin. Contrairement aux idées reçues, la digestion fonctionne bien mieux sans viande. La viande est un des aliments qui prend le plus de temps pour être digéré. Elle reste longtemps dans l'intestin et s'y décompose très lentement. Il est bien plus sain dans tous les cas d'éviter la viande rouge. Réduire la fréquence de l'absorption également est une excellente idée. Nos ancêtres en consommaient 1 à 2 fois par semaine et non 3 fois par jour tous les jours. Il est faux de penser que nous avons absolument besoin de viande pour avoir suffisamment de protéines et de fer. Les lentilles, par exemple, sont bien plus riches et plus saines. Elles sont aussi très bonnes. Je les mélange dans la cuisson avec le riz complet, par exemple, et c'est délicieux. Troisième petit conseil, avoir de la gratitude pour la nourriture ou offrir une prière à la nourriture ou offrir la nourriture au divin. C'est prendre ce moment de gratitude ou ce moment de prière avant de manger est une manière de l'honorer, savoir qu'elle n'est pas acquise une fois pour toutes. C'est aussi mettre une distance entre l'assiette et nous. Nous ne nous jetons pas sur la nourriture. La bouche commence à saliver, le corps prépare les fluides et se prépare à recevoir les aliments. Parallèlement, nous mettons toute notre attention sur le fait de recevoir la nourriture dans notre estomac. Nous mangeons en conscience. Mettre en place un petit rituel avant de manger, c'est la garantie à long terme d'être plus heureux de manger, de cuisiner plus souvent, de manger moins et de mieux digérer. Enfin, savoir d'où vient la nourriture. En Inde, nous pensons que l'énergie de la personne à qui on achète les ingrédients ou l'énergie de la personne qui cuisine change la qualité de celle-ci. Se nourrir auprès de personnes que l'on apprécie, qui sont éthiques, qui ont de l'amour pour la cuisine, pour le jardinage, qui sont honnêtes, tout ceci est incroyablement important. C'est pour ça que nous évitons d'aller manger chez n'importe qui et que nous faisons attention avec qui nous mangeons. Je me souviens que lorsque je mangeais avec des collègues que je n'aimais pas, ou bien que je mangeais de la nourriture de quelqu'un qui ne nous aimait pas, par exemple dans une cantine où le chef n'aime pas les végétariens, je me sentais particulièrement lourd. Le dernier conseil que je souhaite donner pour ce podcast-ci est de ne pas en faire trop, mais d'avancer sereinement sur ce chemin sans se forcer ou se prendre la tête. Il n'y a rien de pire que d'être obsédé par la qualité de la nourriture pour ne pas prendre du plaisir à manger. Attention, ne prenez en aucun cas ces informations pour des conseils personnalisés, rien ne remplace votre propre expérience. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site mitra-yoga.be. Namasté. Om Shanti Shanti.